Une personne qui souffre d'anorexie sait parfaitement que ce n'est pas une maladie qu'elle choisit, mais plutôt quelque chose qu'elle subit. D'ailleurs, au-delà de dire « je souffre d'anorexie », je vous invite à dire « je suis victime d'anorexie ». Parce que c'est vraiment le cas. Les anorexiques subissent tellement ce trouble du comportement alimentaire qu'elles se retrouvent au rang de victimes, et ce statut de victime est important, on verra pourquoi. Au premier rang des choses dont elles sont la victime et qu'elles subissent, il y a leur pensée. Une personne victime d'anorexie se voit imposer un flot de pensées parasites qu'elle n'a pas choisies et qui la dominent. Des pensées qui vont être comme plus fortes qu'elle. Elle va, sans le vouloir, croire ses pensées et obéir à ses pensées. Nombre de ces personnes vont même parfois personnifier ces pensées, ou en tout cas la source de ces pensées, et me dire, ben voilà, c'est comme si j'avais en moi, ou comme si parlait en moi, une personne qui serait mon ou ma meilleure amie, mais une meilleure amie perverse, qui à la fois me tient compagnie, et en même temps refuse que je sois en pleine santé, refuse que je sois en équilibre, refuse que je sois pleine de vitalité, refuse que je mange. Ces pensées qui lui sont imposées, qu'elle n'a pas choisies, qu'elle subit, qui sont instantanées et qui échappent totalement à son contrôle, vont lui imposer de s'affamer au travers d'arguments logiques, au travers d'arguments qui déclenchent de la peur, notamment la peur de grossir, de devenir répugnante, repoussante, et au travers d'injonctions de faire ou de ne pas faire, auxquelles elle ne pourra que obéir. Et la famille de ces personnes, que je reçois assez régulièrement en séance aussi, ne serait-ce que pour les aider à mieux accompagner ces personnes, me disent « Pourquoi ma fille ou mon fils, aussi intelligent, est tellement crédule à l'égard de ces pensées qui s'imposent à lui sous une forme pseudologique pour des raisons qui lui font peur, mais d'une façon un peu exagérée, et auxquelles elle obéit, je mets des guillemets, mais bêtement. » Cette notion de crédulité est très importante quand on cherche à se sortir d'anorexie. La structure de votre comportement alimentaire est la suivante et vous allez voir qu'elle est essentielle à repérer. Une théorie s'impose à moi, des propos s'imposent à moi, ce que j'ai appelé tout à l'heure des pensées, on me dit quelque chose, et parce que je crois cette chose qu'on m'a dite, soi-disant pour mon bien, ne mange pas, tu vas grossir, fais attention, peut-être qu'il y a de l'huile, peut-être qu'on t'a dit que non, mais en fait que si, fais du sport, attention, si tu manges ça, tu vas grossir. Je me retrouve en situation de souffrance. Et non seulement je souffre d'avoir obéi à ce qu'on m'a dit, les pensées dans ma tête, mais en plus de souffrir d'avoir obéi, j'ai honte de moi, je me sens coupable, notamment si j'ai mangé. Si j'ai fait du sport, je vais me sentir coupable de peut-être ne pas en avoir fait assez. Et il y a toujours le doute chez les personnes souffrant d'anorexie, qui est un doute induit par ces pensées, qui est « est-ce que tu as fait quelque chose de mal ou pas ?» Si vous vous reconnaissez dans ce mécanisme-là de « il y a une pensée qui s'impose à moi, qui me dit de faire ou de ne pas faire, j'obéis à cette injonction de faire, et ça se retourne contre moi, je me sens mal après », ça m'amène plutôt à de la culpabilité, quoi que je fasse, il y a toujours le doute de est-ce que je suis coupable ou pas. Je ne saurais que trop vous recommander d'aller demander à votre inconscient à quel souvenir issu de votre histoire ce mécanisme fait référence. En effet, même si ça ne correspond pas à 100% des cas, il est très courant que l'anorexie soit une façon qu'a votre inconscient de vous dire « Attention, tu as fait dans ton passé quelque chose par crédulité, par naïveté, parce que ça te semblait logique, et tu as oublié, tu ne t'en rappelles plus, ou tu n'y penses plus,
ou tu le sais très bien, mais tu as glissé ça sous le tapis et tu n'as pas considéré l'impact que ça a pu avoir sur toi. De quel type d'événement initial s'agit-il? Ça dépend vraiment de chaque personne. Il peut s'agir d'un tout petit truc comme d'un très gros truc. Parfois, c'est une chose qui peut paraître très très anodine à l'esprit d'un adulte, mais qui pour un enfant ou pour un jeune adolescent a été tellement au-dessus de ses compétences que ça en a créé comme une forme de trauma, comme une forme de choc émotionnel ou physique ou même mental. Dans tous les cas, il s'agit de quelque chose euh, que votre inconscient appelle à aller regarder. Comment faire ce travail? Ce que je vous recommande, c'est l'hypnose. Faites ce travail auprès d'un hypnothérapeute qui aura eu une formation complète en hypnose. Quelqu'un qui aura fait que quelques stages d'hypnose de rue aura la technique hypnotique, certes, mais manquera, je pense, de solidité pour accompagner des problématiques potentiellement lourdes. En hypnose, on commence par un niveau technicien, puis ensuite un niveau praticien. Donc choisissez plutôt quelqu'un qui est praticien en hypnose, que ce soit en hypnose classique, en hypnose ericksonienne, en hypnose humaniste. Ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui va faire vraiment la différence, ça va être sa capacité à vous accompagner dans vos émotions pendant la séance et en dehors des séances, en pratiquant notamment de ce qu'on appelle de la régulation émotionnelle ou de la désactivation émotionnelle. Il ne suffit pas en séance d'aller dire à quelqu'un « Ah bon, tu as une émotion, bah elle est la bienvenue, laisse-la être là ». Non, une émotion, ça s'accompagne, ça se traite, ça se prend en charge. Il est essentiel qu'à chaque émotion qui apparaît en séance, le praticien soit parfaitement capable de vous accompagner dans sa régulation, c'est-à-dire la laisser apparaître, la prendre en charge et la laisser se désactiver. Donc il s'agit dans la séance d'hypnose de pratiquer peut-être de l'EFT, peut-être de l'EMDR, peut-être, c'est ce que je pratique moi par exemple, de la méthode Tipeee de régulation émotionnelle. Mais assurez-vous qu'en plus de l'hypnose, le praticien soit formé à vous accompagner dans vos émotions. C'est vraiment essentiel. En ce qui me concerne, je m'appelle Barbara Verhaeghe. J'exerce le métier de psychothérapeute et j'accompagne tout particulièrement depuis 10 années maintenant les personnes qui subissent un trouble du comportement alimentaire, qui sont victimes de pensées, d'idées, de comportements qui les amènent à dérégler leur alimentation et qui leur pourrit la vie. Si vous souhaitez des informations sur ce que je vous propose, et notamment en matière de psychothérapie active, je vous donne les infos en description de ce podcast. Je vous souhaite bon courage, prenez bien soin de votre inconscient, parce que il ne vous fait pas chier pour rien, il ne vous pourrit pas la vie pour rien, il le fait pensant bien faire, et il s'agit d'aller l'aider à faire beaucoup mieux que ce qu'il fait déjà maintenant. Donc prenez bien soin de votre inconscient, et je vous dis à plus tard.